C'est bon. C'est en cours. Ok, je vois une bonne partie qui répond plutôt clair. Quelqu'un aussi peu clair, 25% très clair. Quelqu'un qui est perdu, il faut être honnête. Hein. Ce n'est pas... ce serait pas surprenant. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, normalement, vous avez devant vous un petit sondage. Voilà, je vois presque la totalité des participants qui a répondu. Ok, donc une bonne partie quand même a répondu plutôt clair. Donc ça, c'est assez rassurant parce que c'est un sujet complexe, on le verra ensemble. Il n'y a pas un consensus encore sur le sujet. Donc c'est quand même rassurant, voilà. Je vais mettre fin au sondage. Vous verrez, on en ferait un autre pendant l'atelier. Donc, ça va être intéressant de voir si votre perception du sujet a évolué à la fin de cet atelier. Et tu veux partager les résultats dans le chat ou à l'écran? Oui, mais oui. Est-ce que vous le voyez? C'est 74% de plutôt clair et 22% très clair. Donc, il y a quand même une partie qui a le sujet très clair. Donc, juste pour revenir sur la définition originale de la neutralité, c'est un concept scientifique. La neutralité, définition est planétaire et donc on parle bien de l'équilibre entre les gaz à effet de serre qui sont émis par l'atmosphère et tout ce qui est stocké par les puits naturels en plus grande partie et par des solutions technologiques. Donc, on parle bien du concept scientifique qui est à l'origine du discours sur la neutralité. Je vous disais, c'est un sujet complexe et on n'a pas un consensus autour de la définition du concept et surtout de la traduction de ce concept scientifique pour les entreprises. Donc aujourd'hui, on va faire un focus bien sûr sur la Net Zero 2030 de Bicorp. On va la regarder de près ensemble, on va en parler, et sur la Net Zero Initiative, parce que c'est ce qui a un peu rappelé que la neutralité est avant tout planétaire et avant tout scientifique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un nombre de référentiels, de guides, de standards et d'organisations qui réfléchissent et qui publient des documents et des référentiels. Donc, c'est complexe. Et à chaque référentiel pose des bases différentes. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est justement pour essayer de clarifier ça au mieux et de se positionner sur ce sujet. Donc, on va d'abord regarder de près l'engagement en net zéro Bicorp. Je pense qu'une partie d'entre vous sont signataires, une partie peut-être en a entendu parler. Donc, je vais laisser Fanny peut-être nous faire, Elisabeth, nous faire un petit récap et nous en parler. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, d'où vient en fait donc cet engagement des Bicorp autour de neutralité, c'est puisqu'il y a un membre fondateur de Système AB, donc les Bicorp en Amérique du Sud, qui s'appelle Gonzalo Munoz et qui était le champion du climat pour le COP25. Et donc, il a décidé en fait d'utiliser en fait son opportunité de parole pour embarquer la communauté des Bicorp aussi dans ce qui était notre première démarche d'engagement. Comme vous savez, il y a une chose qui est très importante dans la communauté, qui est que justement, on n'est pas beaucoup des gens engagés. On est plutôt des gens qui démontrent ce qu'on fait par des faits à travers le BIA. Et on évite même de parler beaucoup d'engagement, puisqu'on veut être vraiment beaucoup plus clair, beaucoup plus concret que ça.
Et là, pour la première fois, on rentre dans ce genre de démarche puisqu'on se dit c'est juste que c'est pas quelque chose qu'on peut faire de jour au lendemain. C'est un chemin à long terme. Et donc, comment est-ce qu'on peut vivre ça ensemble dans notre communauté, etc. Et voilà, le Net Zero 2030 est né avec à peu près 25 entreprises en France qui se sont engagées tout de suite, dont le mien, ma bonne étoile Squeeze, et beaucoup d'entre vous. Mais ça, c'est vraiment le début, en fait, de cette communauté. Et on est là aujourd'hui, en fait, pour voir quelle est son évolution, quelle a été son évolution et quelle pourrait être notre contribution, nous, Français, par rapport à la future, en fait, de cette idée. Voilà. Fanny, je te passe la main. Alors du coup, concrètement, l'engagement à atteindre la neutralité carbone en 2030 doit porter sur les émissions de scope 1, 2 et les postes les plus importants du scope 3. Ça doit être atteint en réduisant le plus possible les émissions avec notamment les Science-Based Targets qui sont recommandés et cela aussi en utilisant des mesures de compensation vérifiées comme le Gold Standard qui est également recommandé. Et pour cela, il y a 4 étapes à suivre. Les entreprises participantes du Net Zero 2030 doivent s'engager publiquement à atteindre le niveau du Net Zero 2030 par le biais de communication très claire et très précise sur les actions de l'entreprise. Elles doivent décrire et partager avec les parties prenantes concernées les mesures prises, notamment à court et à moyen terme, pour respecter l'engagement de 2030. Elles doivent procéder en prenant des mesures immédiates et régulières pour atteindre les objectifs. Et enfin, elles doivent publier pour rendre compte des progrès réalisés par rapport au plan et aux objectifs, donc via le site internet, les réseaux sociaux, etc. On ne remet pas en cause les actions liées à la neutralité, mais on se pose beaucoup de questions sur le côté déclaratif de devenir neutre en carbone. Et on peut donc faire un parallèle avec le référentiel de Net Zero Initiative, qui est un référentiel pour une neutralité carbone collective. Alors bien sûr, ce n'est pas l'unique référentiel qui existe, comme vous avez vu dans les slides précédentes. Il y en a plusieurs, mais on a pris celui-là comme exemple. Donc, un des buts de ce Net Zero Initiative est de reconnecter la fameuse neutralité d'entreprise pour être aligné avec l'objectif de neutralité planétaire. Et pour cela, il y a 2 changements de paradigme qui s'imposent. Tout d'abord, une entreprise n'est pas neutre, mais contribue à la neutralité mondiale. Et concernant la compensation, on préférera parler de contribution à la compensation des émissions mondiales. Donc, en 5 points clés, le Net Zero Initiative, c'est tout d'abord de considérer que les organisations participent à l'action collective vers la neutralité mondiale, de réhabiliter le réel niveau d'ambition avec le terme neutralité, d'avoir une distinction très claire entre réduction d'émissions et émissions négatives. Et le Net Zero clarifie aussi le concept d'émissions évitées et reconnaît la commercialisation de produits-services bas carbone, et c'est un moyen de participer à la neutralité mondiale. Enfin, concernant la compensation, il revisite son statut et rend interdit toute la finance carbone comme une manière d'annuler les émissions de CO2. Et donc là, pour conclure rapidement, voilà comment contribuer à la neutralité carbone planétaire en 3 phases. Donc tout d'abord, on réduit ses émissions, on aide les autres à faire de même et on augmente les puits de carbone. Et j'anticipe les questions, vous aurez toutes les slides à la fin de la présentation si vous le souhaitez. Donc, c'était juste une petite introduction pour commencer à se plonger dans le sujet et je ne vais pas tarder. Je vais donner la parole à Fanny Floriot de l'ADEME. Donc, déjà, merci d'être là. Et je ne sais pas si tu veux partager tes slides ou sinon je les ai. C'est comme tu préfères. Comme tu veux. Sincèrement, si c'est plus simple de ne pas changer d'écran, on peut ne pas changer d'écran et je t'indiquerai quand changer de slide. Si tu arrives à partager, je pense que c'est mieux que tu auras à la main. Ok, parfait. Il faut que l'animateur active le partage d'écran pour les participants. Et je vais garder la main, ça va être plus simple. Fanny, si tu peux te présenter aussi, peut-être. Oui, pas de souci. Du coup, je vais juste laisser ma caméra le temps de me présenter, puis que vous puissiez
imprimer, entre guillemets, mon visage, mais j'ai une connexion Internet très capricieuse aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'économiser la bande passante. Donc, Fanny Fleuriot, donc moi, je suis animatrice comptabilité carbone à l'ADEME, au sein de la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone. Et du coup, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui touche à la comptabilité carbone des organisations. Donc, certains d'entre vous le connaissent peut-être, le centre de ressources bilan GES de l'ADEME, qui est du coup le centre de ressources à la fois pour la réglementation sur tout ce qui touche à la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, la base carbone, donc la base de données des facteurs d'émissions pour faire ces bilans GES, et plus globalement, voilà, toutes les questions un petit peu transversales autour de la comptabilité carbone, dont par exemple la fiche technique de l'ADEME sur les émissions évitées qui a été publiée l'année dernière, ou du coup récemment l'avis de l'ADEME sur la neutralité carbone. Donc, très rapidement sur la présentation, donc voilà une présentation en 3 temps. On va peut-être passer sur certains éléments rapidement par rapport à ce qui vous a été présenté juste avant, mais en gros revenir sur quelle est la définition de la neutralité carbone, comment on peut réussir à atteindre cet objectif-là. Le pourquoi, dès qu'on change d'échelle, qu'on essaye de le reprendre à une autre échelle, qu'est-ce qu'on a comme pratique et quelles sont les limites qui sont liées à ce changement d'échelle. Et du coup, enfin, concrètement, quand on est une entreprise, une organisation, qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une démarche de neutralité carbone? Donc, le premier point sur la neutralité carbone, donc l'objectif planétaire. Donc, je ne vais peut-être pas forcément tout rentrer dans le détail parce que ça a été rappelé en introduction. Mais quand est-ce qu'on voit apparaître cet objectif? C'est dans l'accord de Paris avec son article 4, donc qui le redéfinit, comme ça a été dit précédemment, un équilibre entre les émissions d'un côté, les absorptions de l'autre, avec du coup l'objectif de l'atteindre d'ici la deuxième moitié du siècle. Cette notion de neutralité carbone a été bien reprise, enfin beaucoup plus détaillée du coup dans le rapport 1.5 du GIEC, qui du coup revient un petit peu sur cet objectif en rappelant que par contre si on veut tenir un objectif de 1.5, c'est pas au cours de la deuxième moitié du siècle, mais c'est plutôt en 2050 qu'il faut atteindre ce net zéro planétaire. Et surtout, ce qui est mis en avant dans ce rapport-là, c'est les différents scénarios qui ont été développés par le GIEC sur comment on peut atteindre cette neutralité carbone. Et du coup, quel que soit le scénario qui a été mis en place, la conclusion, c'est au prix de réduction drastique de nos émissions et de transformation sociale radicale, étant donné que les puits carbone, même s'ils vont devoir être très largement développés, leur capacité reste limitée. Et enfin, je vous remettais là aussi quelque chose à avoir en tête. Hop, non, si tu peux rester juste sur la slide d'avant. C'est juste pour avoir en tête une première déclinaison finalement de cet objectif planétaire de neutralité carbone qu'on retrouve du coup au niveau de la SNBC, donc au niveau de la stratégie nationale bas carbone au niveau de la France. C'est que cet objectif-là de neutralité carbone a été repris donc avec un objectif de l'atteindre en 2050. La définition reste la même, on est sur un équilibre entre émissions et absorption. Avec quand même une subtilité du coup qui est déjà différente, qui est sans achat de crédits de compensation, donc internationaux, et un deuxième point qui est très important, en mettant en œuvre une politique forte de réduction de l'empreinte carbone nationale, ce qui sous-entend par là de s'intéresser, même si on a notre objectif de neutralité à l'échelle de la France, de s'intéresser à nos émissions indirectes et du coup qui sont dues à toutes les importations de France. Du coup, comment atteindre la neutralité carbone, l'objectif de neutralité carbone à l'échelle de la planète? Donc, assez intuitivement maintenant, deux leviers, réduire les émissions d'un côté, séquestrer le CO2 de l'autre, donc que ce soit à la fois dans des puits biologiques ou technologiques. Par contre, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que notre rythme d'émission aujourd'hui est si élevé et pour tout ce qui est séquestration, les capacités, qu'elles soient techniques et économiques, restent limitées. Donc, c'est bien là en priorité la réduction des émissions qui doit être privilégiée. Et il faut bien avoir en tête, quels que soient les scénarios qui ont pu être faits, que ce soit par le GIEC, par le ministère de la Transition écologique, etc. La séquestration n'est vraiment pas une alternative à la réduction de nos émissions. Il ne faut pas se croire que on va développer la séquestration et puis c'est bon, on est sauvé. Non, ça va vraiment, la séquestration est vraiment importante et il faut la développer, attention. Mais par contre, ça reste vraiment, la séquestration ne va pouvoir jouer qu'un rôle minoritaire dans l'atténuation du changement climatique, étant donné notre rythme d'émission aujourd'hui. Et dernière chose qu'il faut avoir en tête aussi, et dont on n'avait pas forcément le réflexe jusqu'à présent,
enfin en tout cas ces dernières années si, mais au départ, on va dire un peu moins, c'est qu'il faut vraiment essayer de réfléchir de plus en plus dans les stratégies qui sont mises en place, dans les stratégies de réduction des émissions qui sont mises en place, à aussi protéger les stocks existants dans les forêts et les sols, et surtout d'essayer de favoriser leur augmentation par rapport à des solutions technologiques qui sont plus coûteuses, consommatrices d'énergie et qui sont incertaines, mais également dans nos actions de réduction à ne pas forcément avoir une défavorisation des stocks existants, pour finalement avoir une réduction des émissions d'un côté, mais finalement un déstockage de carbone dans les sols. On avait tendance à, entre guillemets, ne pas trop se soucier du carbone biogénique, partant du principe que le cycle vertueux du carbone biogénique fait que c'est zéro, mais ça reste zéro si on protège bien les stocks existants dans les forêts et les sols. Juste 2 ordres de grandeur pour que vous les ayez en tête, qui illustrent un petit peu ce que je viens de dire. Donc à droite, vous avez le graphique donc, du scénario de la SNBC. Donc là, c'est vraiment juste très visuellement. Bon, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de bleu que de vert. Donc, il n'y aura pas le choix que de réduire drastiquement nos émissions, étant donné que les puits qui vont pouvoir être développés, les puits de carbone, qu'ils soient du coup biologiques ou technologiques à l'échelle de la France, on s'aperçoit bien qu'il va forcément falloir réduire drastiquement nos émissions pour pouvoir atteindre cet équilibre en 2050. Et à gauche, du coup, c'est quelques chiffres plutôt à l'échelle de la planète. Donc, c'est pour avoir de la même manière un ordre de grandeur en tête. Donc, les émissions mondiales en 2018, on était à 40 milliards de tonnes de CO2. Et le GIEC, qui a publié, c'est toujours pareil dans son rapport 1.5, qui a estimé un petit peu le potentiel de séquestration avec les différentes technologies qu'on peut espérer développer. Donc, a donné des fourchettes à horizon 2050. Et donc, on voit pour tout ce qui est boisement, reboisement, au mieux, on aura 3,6 milliards de tonnes par an. Pour tout ce qui est BECS et DAX, et donc là, on est vraiment sur du coup les puits technologiques, au mieux, on pourra réduire de 5 milliards de tonnes par an. Donc, typiquement, si on reste à notre niveau de 40 milliards, on aura beau... et encore, si on atteint le potentiel maximal qui est entre 3 et 5 milliards, on est encore très loin du compte pour atteindre l'équilibre. Hilaria, je te laisse passer la slide. Merci. Donc maintenant, si on essaye de détailler à l'échelle de la planète, non, juste remonter avant. Merci. Donc, il faut savoir que depuis plus de 10 ans, même j'aurais tendance à dire même 15 voire 20 ans, c'est un concept qui est largement repris à différentes échelles, et notamment dans le secteur privé qui utilise lui aussi cette notion de neutralité carbone. Vous êtes plusieurs à l'utiliser. D'où elle vient cette approche? Elle vient du coup des mécanismes de compensation carbone volontaire qui ont été introduits avec le protocole de Kyoto, et notamment les mécanismes de compensation, tout ce qui est MDP et MOC. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité des démarches. On va avoir une hétérogénéité des démarches sur la nature des objets qui peuvent être neutres. Donc, on a des entreprises, des événements, des produits, des services. On peut même acheter des pleins d'essence neutres en carbone. Il y a une grande hétérogénéité aussi sur le périmètre des émissions qui est considéré. Certains sur tout le cycle de vie du produit ou pas. C'est très hétérogène. Il y a également une grosse hétérogénéité sur l'ambition, voire même l'existence. Ah, je vois qu'il y a des problèmes. Ma connexion doit couper un petit peu. Oui, légèrement. Oui. Je ne peux pas faire mieux. Mais donc, du coup, n'hésitez pas à me dire si ça devient complètement inaudible. Oui, je ne vais pas te dire. L'ambition d'un objectif de réduction, à savoir est-ce qu'il faut forcément réduire avant de compenser. Ça, selon les démarches, ce n'est pas forcément obligatoire. L'ampleur et la nature de la compensation qui va être utilisée, donc à savoir est-ce qu'on est uniquement sur des crédits de séquestration ou alors sur également des crédits de réduction d'émissions. La temporalité, à savoir est-ce qu'on peut être neutre aujourd'hui ou est-ce que c'est forcément une démarche de long terme. Et enfin, la formulation même de la déclaration, à savoir est-ce qu'on peut dire que je suis neutre ou est-ce que c'est une autre formulation qu'il faut valoriser. Et donc, le pourquoi on a autant d'hétérogénéité dans les démarches, c'est qu'à ce jour, on n'a aucune définition commune qui soit partagée à l'échelle internationale sur cette notion de neutralité carbone à une autre échelle qu'à l'échelle de la planète.
Donc là, je vous ai mis, donc ça rejoint un petit peu ce que présentait Hilaria en introduction, les différents labels, différents standards, différentes démarches qui existent du coup au niveau international. Donc vous avez tout à gauche le PAS 2060 du BSI, qui est un standard volontaire développé par les Anglais, sur lequel pas mal de labellisations s'appuient, notamment les 3 petits logos que vous avez autour, ils s'appuient sur le PAS 2060 pour pouvoir labelliser des entreprises ou des produits neutres en carbone. Au milieu, le carbone neutral, par exemple, c'est un exemple de label qui existe au niveau du gouvernement du Costa Rica. Donc, c'est un programme volontaire pour les entreprises qui s'appuie de la même manière sur toujours la même logique qui est mesurer, réduire, compenser, mais avec des exigences qui sont différentes. Peut-être mentionner donc le Science Based Target qui est en train de développer lui aussi son référentiel net zéro. Et puis tout en bas à droite, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est le projet de norme ISO, donc la 1468 sur la neutralité carbone, qui est en cours de développement. Donc pourquoi on se retrouve à avoir une si grande hétérogénéité des démarches? C'est que finalement, ce concept de neutralité carbone que j'appelle arithmétique, donc c'est-à-dire avoir un zéro, dès qu'on change d'échelle et qu'on n'est plus à l'échelle de la planète telle qu'il est défini scientifiquement, ça entraîne des biais. Notamment le premier qui est la non-additionnalité des démarches. C'est que pour pouvoir, si on veut correctement cumuler la neutralité carbone des différents acteurs, et donc cette atteinte du zéro, il faudrait que tout le monde calcule finalement ses émissions uniquement sur ses émissions directes, de manière à ce qu'on ait vraiment une additionnalité des démarches et qu'on n'ait pas de double compte dans tous les côtés. Or, on sait très bien que les émissions indirectes, ça représente pour quasi systématiquement tous les acteurs la part prépondérante des émissions. Donc, si on se dit que si on veut pouvoir additionner les démarches des uns et des autres, on raisonne sur un périmètre restreint, on va conduire ces acteurs-là à cibler en priorité que leurs émissions directes, ce qui va exclure une part prépondérante des émissions sur laquelle ils ont pourtant une forte responsabilité. Et surtout, vu l'ampleur de l'objectif qu'il y a à atteindre, comme on l'a vu au début avec les différents graphiques et chiffres clés, on peut se dire qu'il y a quand même de grandes chances qu'on n'atteigne pas cette neutralité carbone à l'échelle de la planète si tout le monde s'y met, mais ne reste concentré que sur ses émissions directes. Un deuxième point, c'est l'absence d'équité entre acteurs. Plus on va réduire l'échelle de comptabilité des émissions, plus ça va creuser les inégalités au regard des possibilités d'équilibre qu'on va avoir entre émissions et séquestration. Pour vous donner un exemple assez parlant, vous prenez un territoire comme la Creuse en France, donc très beau territoire forestier avec pas forcément beaucoup de territoires urbains, et à côté de ça, vous mettez l'Île-de-France, qui pourtant a un beau patrimoine forestier, mais surtout une densité urbaine qui est très importante. Forcément, si pour l'un comme pour l'autre, la neutralité carbone, c'est juste atteindre le zéro entre émissions et séquestration, on peut se douter que la Creuse y arrivera beaucoup plus vite, sans forcément faire beaucoup d'efforts, alors que l'Île-de-France a peu de chances de l'atteindre. Donc, à partir de là, est-ce que c'est vraiment équitable de se dire que la neutralité carbone, c'est juste atteindre un zéro entre émissions et séquestration dès qu'on change d'échelle? Et enfin, le dernier point qui est assez important, c'est l'immobilisme aussi que ça risque d'engendrer. Alors, c'est pas forcément, faut pas en faire non plus une généralité, puisque tous les acteurs ne vont pas forcément se dire j'ai atteint le zéro, donc j'arrête, mais ça reste quand même un risque important et qui peut être vu par certains dans leur démarche, c'est que de vouloir absolument se focaliser sur atteindre ce zéro, une fois qu'on l'a atteint, c'est bon, il n'y a plus de questions à se poser et on ne va pas forcément à réduire davantage son impact. Alors que finalement, ce qui est attendu à l'échelle de la planète et de la contribution de chacun pour réussir à atteindre cette neutralité, c'est vraiment une réduction drastique. Donc, il va vraiment falloir une grosse réduction des émissions de chacun et pas s'arrêter une fois qu'on aura atteint ce zéro arithmétique. Et enfin, il faut aussi avoir en tête qu'à ce jour, pour pouvoir atteindre cet affichage un petit peu de neutralité carbone et ce zéro, ça pousse aussi certains acteurs à rechercher des actions de compensation et des crédits carbone qui sont directement accessibles et pas très chers, au détriment de finalement investir réellement au sein de leur entreprise dans des actions de réduction qui sont certes plus coûteuses aujourd'hui, mais avec une réduction des émissions bien plus pérenne au fil du temps. Et ces difficultés-là qu'on mentionne ici, que j'ai mentionnées là juste avant, qu'on reprend dans l'avis de l'ADEME, on les retrouve dans nos débats au niveau ISO. Donc cette norme 1468, donc Carbon Neutrality, donc c'est un
projet qui est porté par les Anglais, qui a démarré en mars 2020 et qui devrait normalement aboutir à une publication de la norme en 2023. Il faut savoir que c'est une norme qui mobilise très largement au sein des groupes de travail ISO. Donc, on a plus de 130 experts qui sont inscrits dans le groupe de travail, qui représentent une trentaine de pays. Donc, on n'a pas toujours autant de mobilisation au sein des groupes de travail ISO. Tous les sujets ne mobilisent pas autant, mais celui-ci plaît bien. Mais il faut savoir qu'on a des débats très compliqués depuis le lancement des travaux, où on a un petit peu deux philosophies qui s'opposent. Alors que j'ai appelé donc une approche qui est un peu plus scientifique, où on souhaite vraiment imposer de fortes exigences en termes d'atteinte de neutralité, donc avec des objectifs de réduction, des objectifs assez intransigeants aussi en termes de vérification des crédits de compensation qui pourraient être achetés, etc. Et une approche que je mentionnerai plus business, où là, il est souhaité ne pas décourager les entreprises avec une neutralité carbone qui serait inatteignable, et de pouvoir du coup laisser pas mal de passe-droit, si je peux dire ça comme ça, pour que cette norme puisse être utilisée. Alors, bon, je ne vous cache pas que je suis plutôt dans la première approche qui est scientifique, parce que si c'est juste pour faire du business et puis pouvoir faire de la certification de normes, je trouve ça un petit peu dommage. Je vous ai mis juste en bas de la slide les principaux points de divergence à ce stade. Par exemple, du coup, rien que le périmètre un petit peu de la norme, là aujourd'hui telle qu'elle est décrite, c'est une norme qui va pouvoir s'appliquer aux organisations, aux produits, aux événements, aux bâtiments, aux collectivités, aux territoires, à tout ce que vous voulez. D'où le fait que c'est du coup aussi difficile de mettre des exigences quand la norme doit s'appliquer à tout. On a aussi des divergences sur justement cette histoire d'obligation de réduction des émissions. Est-ce qu'il faut imposer des réductions d'émissions qui soient compatibles avec la science, donc grosso modo du SBT ou pas? Il y a encore pas mal de discussions sur le périmètre de comptabilité des émissions. Est-ce qu'on impose les émissions directes, indirectes? Est-ce qu'on impose tout le cycle de vie des produits ou pas? Est-ce qu'on peut faire de la neutralité partielle, de la neutralité, par exemple, juste sur ses activités de transport quand on est une entreprise? Ou est-ce qu'on peut faire de la neutralité juste sur la fabrication du produit et pas son utilisation, etc., etc. Je passe sur le fait de est-ce qu'on peut être neutre dès la première année et en compensant directement toutes ces émissions sans avoir fait de réduction, et bien évidemment sur le claim, donc la déclaration sur qu'est-ce qu'on peut dire in fine en fonction de ce qu'on a fait. Donc j'ai envie de dire, en fait, tout est encore en discussion. Et on est encore très très loin d'atteindre la publication de cette norme-là en 2023, mais bon, les discussions traduisent bien finalement le fait que c'est un sujet complexe, étant donné que cette définition de neutralité carbone de zéro, d'équilibre entre émissions et séquestration, à la base, c'était pas fait pour être utilisé à une autre échelle qu'à l'échelle de la planète. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que bon, même si cette définition-là est définie à l'échelle de la planète d'un point de vue scientifique, j'entends équilibre, séquestration, émission, ça reste un objectif commun et pour lequel il faut absolument que tous les acteurs se mobilisent. Donc, que ce soit les entreprises, les citoyens, les territoires, les États ont tous, entre guillemets, pris des engagements parce que les États sont signataires de l'accord de Paris et on n'a pas encore de chef de la planète. Donc, a fortiori, on est obligé que les États se saisissent de cet objectif-là de neutralité carbone, mais il faut bien sûr que tout le monde se saisisse de cet objectif-là pour réussir à atteindre nos objectifs. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand on est une entreprise, enfin une organisation, et qu'on veut s'engager dans une démarche de neutralité carbone? Pour nous, on rejoint plus ou moins la philosophie qu'a présentée Fanny avec la philosophie de Carbone 4, où pour nous, il y a vraiment 3 axes majeurs sur lesquels une entreprise peut s'engager pour du coup atteindre la neutralité carbone, sachant que le premier pilier qui reste le pilier majeur sur lequel il faut vraiment que tout le monde agisse, Hilaria, si tu peux passer sur la slide d'après, c'est vraiment en premier lieu mettre en place une stratégie climat qui soit cohérente avec l'accord de Paris et sur son périmètre de responsabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cohérente avec l'accord de Paris? C'est vraiment reprendre des objectifs qui soient ambitieux et compatibles avec la science, donc grosso modo faire du SBT. Et sur son périmètre de responsabilité, ça veut dire pas regarder uniquement ses émissions directes, mais bien être sur ses émissions directes et indirectes significatives.
Donc, grosso modo, avec les deux volets toujours, hein, de réduire ses émissions sur toute sa chaîne de valeur en impliquant tout son écosystème et bien sûr en séquestrant quand c'est possible, puisque du coup, ça dépend bien sûr de vos périmètres d'activité des uns et des autres, de séquestrer du coup le carbone quand c'est possible, mais surtout, comme je le disais tout à l'heure, en essayant de plus en plus de s'assurer de préserver les stocks existants. Je vous ai mis à chaque fois en bas de slide et on pourra vous envoyer la présentation. Il y a des liens derrière chaque petite image, un petit peu tous les outils qu'on a à disposition justement pour aider les entreprises à aller sur les différentes actions qui sont proposées là. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, mais au pire, on pourra revenir dessus pendant les questions-réponses. Du coup, le deuxième pilier, oui, super, c'est également finalement une démarche de neutralité carbone. Donc, quand on voit par rapport à tous les objectifs, pour une entreprise, il y a aussi une action de participer à la décarbonation du système, puisqu'on voit bien que pour atteindre la neutralité carbone, il va falloir que tout le monde s'y mette et que tout l'écosystème soit décarboné. Donc, c'est également intéressant pour une entreprise d'avoir cette réflexion de savoir mon activité, ce que je vends, donc les solutions, les produits, les services bas carbone que je mets sur le marché, à quel point ça participe à la décarbonation du système. Donc, c'est vraiment, OK, je réduis chez moi, je réduis mon activité, mais ce serait bien que mon activité aussi serve à réduire chez les autres. Et notamment à savoir si les entreprises aujourd'hui qui ont une activité qui est 100% carbonée et qui ne fait, entre guillemets, qu'accroître les émissions à l'échelle de la planète, mais il y a une réelle question à se poser, à savoir quelle est la pérennité finalement de ce business model et de ce marché-là, et à savoir s'il n'y a pas une restructuration finalement à commencer à réfléchir et à mettre en place. Si réduire les émissions, ça devient compliqué, tous les produits qu'on met sur le marché ne servent qu'à produire encore plus d'émissions carbone, finalement, quelle est la pérennité de mon entreprise dans un monde où on va viser la neutralité carbone. Donc, de la même manière, là, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir à quelles sont les émissions évitées grâce à la mise en place de mes produits et mes services bas carbone dans l'écosystème. Et du coup, dernier point, parce que même si je ne voudrais pas que ça transparaisse dans mon discours, mais l'ADEME n'est pas du tout contre la compensation carbone, hein. Ça reste un levier qui est majeur et qu'il ne faut pas du tout négliger, puisque pour nous, une démarche de neutralité carbone à l'échelle d'une organisation, c'est aussi participer au financement de projets de réduction ou de séquestration chez des tiers. Parce que c'est cette contribution financière que peuvent apporter des entreprises qui s'engagent vraiment dans cette démarche de neutralité. Pour nous, c'est vraiment une démarche si je peux dire, de solidarité climatique et qui permet vraiment la réalisation de projets qui sont à la fois durables et à la fois essentiels pour faire avancer tous les acteurs et encore une fois pour être dans cet objectif, de cet objectif planétaire, puisque même s'il y a quand même on reste sur un marché concurrentiel et quand on est une entreprise, c'est très important, mais quoi qu'il arrive, il va falloir quand même à un moment donné réfléchir collectif. Et donc, effectivement, si dans la démarche de neutralité de l'entreprise, il peut y avoir une partie des actions qui sont le financement de ces projets de compensation carbone, du coup, chez des tiers et faire en sorte que tous les acteurs avancent dans cette transition écologique, ça reste un pan d'actions que doivent mettre en place, du coup, les entreprises dans leur démarche de neutralité carbone. Donc là, de la même manière, je vous ai mis en bas de page des liens vers notamment la plateforme InfoCC, qui est une plateforme d'information sur la compensation carbone qui est financée par l'ADEME, sur lequel vous avez un paquet d'informations sur à la fois qu'est-ce qu'une bonne compensation carbone et puis quels sont les acteurs qui travaillent sur le sujet, etc. Des guides de l'ADEME sur le sujet et puis l'ensemble, les trois principaux labels de certification qui existent, donc le label bas carbone en France, plus le Gold Standard et le Verra à l'international. Votre appel a été mis en attente. Et donc, très rapidement pour conclure... Votre appel a été mis en attente. Ah, je ne sais pas, j'entends un petit bruit d'appel qui a été mis en attente. Votre appel a été mis en attente. Ah, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui est connecté avec un numéro de téléphone. Votre appel a été mis en attente. Oui, il faudrait peut-être le mettre en mute. Oui, je vais regarder ça. Votre appel a été mis en attente. Ouais. Super, merci. Et donc, du coup, dernier slide vraiment pour conclure, et comme ça, au moins, après, on pourra passer à la discussion. Donc, juste pour conclure, ce que nous,
ce qu'on soutient en tout cas à l'ADEME, c'est que vraiment la définition de la neutralité carbone, enfin sa définition arithmétique, hein, qui est l'équilibre entre émissions d'un côté et séquestration de l'autre, pour nous n'a vraiment de sens qu'à l'échelle de la planète, et qu'à toute autre échelle, se focaliser sur l'atteinte de ce zéro n'a pas vraiment de sens. Et donc, on aimerait un petit peu essayer de bannir ce terme neutre en carbone pour tout ce qui est entreprise, produit, territoire. Et vraiment essayer de focaliser sur la démarche de neutralité carbone que doivent mettre en place du coup une entreprise, un territoire, un citoyen, et quelle est justement cette démarche dans laquelle il faut s'inscrire. Et du coup, à l'échelle d'une organisation, pour nous, une démarche de neutralité qui soit robuste pour une entreprise, c'est ce que je vous ai présenté là, hein, c'est en premier lieu mettre en place une stratégie de réduction qui soit compatible avec l'accord de Paris, c'est-à-dire avec des objectifs ambitieux. Réfléchir à la participation de l'entreprise sur la décarbonation de l'écosystème, à quel point mon entreprise participe à éviter des émissions chez les autres. Et enfin, de contribuer au financement de projets durables chez les tiers, donc des projets de compensation, afin qu'on puisse mobiliser et donner les leviers de financement nécessaires pour que tout le monde aille dans le bon sens de l'objectif de neutralité carbone. Merci beaucoup, Fanny. Je trouve que c'est très complet et très intéressant. Ça fait vraiment le tour. Je pense que c'est le genre d'intervention qu'on avait besoin d'avoir aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous avez envie de prendre la parole pour toute question, c'est le bon moment. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Et de profiter aussi de la présence de Fanny, justement. Bonjour, je me lance. Allez-y, c'est très bien. Bonjour, je suis Elodie Rochelle, je suis dans une petite bicorp qui fait des boissons. Et je voulais juste, Fanny, merci beaucoup pour votre présentation qui était hyper claire, ce qui est assez rare, je trouve, sur ce sujet, et pour des novices comme moi. Et je voulais savoir sur le point que vous avez précisé dans votre dernière slide, ou dans vos recos, en gros, vous dites, deuxième point sur participer à la décarbonation. J'ai du mal, moi, à visualiser ce que ça peut être. Est-ce que vous auriez des exemples précis à nous donner ? Oui, alors je peux vous donner quelques exemples. Après, c'est un sujet sur lequel on travaille encore parce que c'est pas forcément évident de savoir comment quantifier ces émissions évitées et ne pas se retrouver à ce que n'importe quel produit qui soit mis sur le marché est considéré comme, entre guillemets, sauvant la planète. Parce que typiquement, on pourrait très bien dire, moi je vends du gaz naturel, c'est moins pire que le fioul, donc finalement je sauve la planète. Oui, tout à fait, mais c'est ça. Ouais. Voilà, en grossissant le trait. Donc là, on va lancer des travaux et notamment, on accompagne du coup cette année financièrement Carbone 4 dans leurs travaux sur justement, parce que ça correspond un petit peu à leur pilier C. Et du coup, ils vont lancer des travaux sur justement qu'est-ce que ça veut dire, enfin, qu'est-ce que c'est des émissions évitées pour le secteur de la mobilité, de l'énergie et du bâtiment. C'est les 3 secteurs qui vont être creusés. Mais pour vous donner un exemple tout simple, typiquement, je suis une entreprise qui fait du reconditionnement d'appareils électroniques, tout ce qui est téléphone, etc. Eux, quand ils font leur bilan GES, ils vont quantifier du coup l'utilisation des produits qu'ils revendent, donc des téléphones, des produits électroniques qu'ils remettent sur le marché. Et ils ne vont pas forcément pouvoir mesurer finalement quelles sont toutes les émissions évitées grâce à leur activité qui est du reconditionnement. Donc, on va éviter de produire des matières premières neuves, enfin des matières premières vierges, et qui sont utilisées dans leurs produits. Ils vont aussi allonger la durée de vie de certaines matières premières, etc. Et donc, grâce à ce pilier-là, enfin cette partie-là de décarbonation, ils vont pouvoir quantifier quelles sont les émissions évitées grâce à leur activité. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être la non-production de matières vierges. Parce que finalement, c'est vrai que toutes les entreprises qui mettent sur le marché des produits qui sont entre guillemets consommateurs d'énergie, eux le voient assez facilement. Ils peuvent cette réduction d'émissions chez les tiers, ils peuvent facilement l'identifier finalement dans leur bilan GES, puisqu'on a tous, dans les postes d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, il y a l'utilisation des produits vendus. Donc tout ce qui est consommateur d'énergie, on s'aperçoit bien que si on a fait des efforts en termes d'efficacité énergétique sur ses propres appareils, on va le voir apparaître ici. Par contre, il y a plein d'actions et d'activités qui sont juste, on permet d'éviter des émissions chez nos clients ou chez des tiers grâce finalement à notre activité.
Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce prisme-là, sachant que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé dans la présentation, mais bien sûr, ces trois leviers d'action n'ont pas de lien les uns avec les autres. Et c'est vraiment 3 stratégies qu'il faut mettre en place et 3 leviers d'action qu'il faut activer sans vouloir absolument, encore une fois, chercher un zéro, additionner. Là, ce serait additionner vraiment que des choux et des carottes. Hein, donc, il n'y a vraiment pas d'addition cherchée à faire. Mais c'est vraiment se fixer un objectif sur à quel point l'activité de mon entreprise participe aussi à décarboner l'écosystème, sachant que, encore une fois, toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité n'ont pas forcément à chercher à atteindre un objectif très ambitieux sur ce pilier-là de décarbonation, dans le sens où tous les produits ne peuvent pas servir à décarboner la planète. Hein. Ce serait un petit peu compliqué. Il y a forcément des activités qui sont nécessaires et qui vont continuer à émettre, mais c'est plus savoir dans quelle mesure c'est la meilleure technologie aussi disponible pour permettre de rendre le service que rend le produit. Ok, merci. Moi, Fanny, j'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ouais, super. Merci beaucoup. C'est Jade de Lait de Vache, du coup. L'entreprise, on fait des produits laitiers bio et équitables. Merci beaucoup pour la présentation. C'est hyper clair et ça me parle beaucoup ce que vous dites là sur la neutralité carbone à l'échelle de l'entreprise, qui n'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qu'on a un peu de mal à s'approprier à l'échelle de l'entreprise. Non pas parce qu'on fait rien, au contraire, on a pas mal d'actions pour réduire, mais c'est vrai que le zéro net arithmétique, comme vous dites, nous parle peu. Moi, j'avais deux questions. Une question assez pratique. Quand vous avez parlé de puits de carbone au début de l'intervention, nous, je voulais justement voir si quand vous parlez de puits de carbone, si je comprends bien la bonne chose. Par exemple, sur nos exploitations laitières, je sais que Ben & Jerry's avait le même sujet. On a un vrai enjeu, évidemment, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de renforcement du stockage de carbone dans les fermes. Est-ce que quand vous dites puits de carbone, je ne sais pas, l'implantation de prairies ou de haies qui sont connues pour stocker du carbone, là je suis un peu technique mais volontairement, est-ce que ça c'est ce que vous intégrez potentiellement dans un puits de carbone ou pas, sachant que ces infrastructures écologiques, elles sont souvent sous-estimées dans les calculs d'émissions. Concrètement, quand on évalue les émissions de gaz à effet de serre dans un élevage, on regarde plutôt les émissions brutes que les émissions nettes. Donc voilà, peut-être avoir votre regard là-dessus. Et ma deuxième question, c'est là on parle beaucoup de gaz à effet de serre et c'est évidemment le sujet de la conf, mais en parallèle, il y a le vrai sujet notamment de la biodiversité. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits entre des ambitions GES et des ambitions biodiv? Parce que parfois on peut avoir des projets qui sont soit en contradiction, soit qui vont l'un avec l'autre. Mais je sais que c'est 2 énormes thématiques pour des entreprises agroalimentaires comme nous, donc je voulais savoir s'il y avait des ponts qui se faisaient aussi entre ces ambitions. Ok. Alors oui, tout à fait. Les puits de carbone, c'est très très large. Ça va toucher tout ce qui est. Ah, je vois que ma connexion internet se bug, donc n'hésitez pas à me dire si je suis en mode robot. C'est bon. Bon, super. Donc oui, les puits, tout ce qui va être stockage à la fois dans les sols et dans les écosystèmes vivants, donc tout ce qui est haies, etc., on est bien sur du stockage carbone. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, et c'est vrai que la définition du coup peut être un petit peu trompeuse, on a remis un petit coup, entre guillemets, un petit coup d'appui dans l'avis de l'ADEME là-dessus, c'est que quand on parle séquestration, ça veut dire que c'est vraiment une absorption par du coup une matière vivante, mais sur le long terme, dans le sens où typiquement, parce qu'on a de la culture, hein, voilà, on plante du maïs. Bon, bah oui, mais le maïs, il va absorber pendant l'année où il pousse, mais à la fin de l'année, on coupe et puis on récolte. Donc là, on n'est pas sur une séquestration, on n'est pas sur un puits de carbone, puisque c'est une séquestration, enfin, entre guillemets, ça séquestre, hop, on coupe, ça a réémet. Ouais. Donc on n'est pas sur de la vraie séquestration. Par contre, dès que c'est une pratique, alors par contre, il n'y a pas encore il faudrait que je pose la question du coup à mes collègues qui sont plus du service agriculture et forêt et du coup qui ont plus, mais il me semble pas qu'on ait aujourd'hui un consensus sur quelle est la durée de vie et quelle est la durée de séquestration du carbone pour considérer qu'on est sur une vraie séquestration. Mais en tout cas, entre guillemets, c'est du long terme. Il faut que ce soit quand même sur un paquet d'années. Il me semble qu'en tout cas, par exemple, sur le stockage carbone, par exemple, dans tout ce qui est bois d'œuvre, enfin bois de construction, on part sur le fait que ça va être séquestré pendant au moins 50 ans. Donc là, on part du principe que c'est une vraie séquestration. Ok. Donc voilà, c'est ça qui fait la différence entre guillemets de l'herbe qui va pousser, qui va être coupée. Donc là, on n'est pas sur un vrai stockage. Dès qu'il y a une séquestration sur le long terme, on est bien sur de la séquestration et sur des puits de carbone.
Et sur la deuxième question par rapport à la biodiversité, alors moi je ne touche pas du tout à ces questions-là, donc je ne saurais pas le dire. On a mis 2 lignes, je pense, dans l'avis de l'ADEME pour dire, bon, on parle que neutralité carbone, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le carbone sur la planète. Parce que c'est vrai, et c'est vrai que nous, côté ADEME, on essaye de plus en plus de pousser vers du multicritère, même sans aller que sur la biodiversité, mais même sur tout ce qui est épuisement des ressources et de transfert d'impact, qui est vraiment. Mais aujourd'hui, voilà, sur la question de la biodiversité, je ne saurais pas vous dire s'il y a autant de ponts qui sont faits. Alors après, il faut savoir que, en tout cas, dans tout ce qui est projet de compensation, donc tout ce qui va être le financement là, de projets qui sont faits chez des tiers, c'est quelque chose qui est systématiquement regardé et qu'on appelle du coup les co-bénéfices des projets de compensation. Et c'est quelque chose qui est souvent regardé et de dire que si c'est un projet qui est uniquement pour de la réduction d'émissions, mais qu'on ne regarde pas quels sont les co-bénéfices, donc à la fois environnementaux, mais aussi sociaux, le projet n'a pas, entre guillemets, n'a pas lieu d'être. On ne fait pas un projet juste pour réduire des émissions s'il ne rentre pas dans un cadre un peu plus global. Donc, c'est regardé dans les grands standards de compensation, mais après, au-delà, aujourd'hui, dans tout ce qui est stratégie de neutralité, non, ça reste très centré gaz à effet de serre. Ok, merci, hyper clair. Bonjour. J'avais une question. Merci pour la présentation qui permet de bien fixer les idées. Je voyais que quand même, Davidson, on est signataire de Net Zero 2030. Et en fait, je me rends compte que le wording a un petit peu évolué là, entre ce qui avait été, l'engagement qui avait été pris à l'époque, qui était quand même très focusé sur Scope 1, Scope 2, et en faisant l'effort de mesurer ce qu'on faisait sur le Scope 3, de voir ce qu'on pouvait faire sur le Scope 3. Et là, je vois que ça évolue quand même plus vers prendre en compte fortement la partie Scope 3, ce qui pose quand même un problème, puisque par définition, c'est la partie sur laquelle l'entreprise a quand même beaucoup moins la main. Donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'on considère que pour être neutre en carbone sur cette partie-là, justement, à condition de contribuer avec des projets qui soient vertueux, c'est-à-dire effectivement bien pensés pour séquestrer réellement le carbone et apporter quelque chose de réellement, une réelle contribution. Moi, je suis d'accord avec vous sur le wording, je déteste ce mot de compensation, permet d'y arriver, parce que si on doit vraiment réduire sur cette partie-là, alors qu'on n'a pas vraiment la main dessus, on va un peu être dans une impasse, quoi. Alors, c'est sûr que réduire les émissions du scope 3, c'est ce qui est le moins facile pour une entreprise parce qu'effectivement, vous n'êtes pas directement à la manœuvre. Alors, après, il faut voir quelles sont parce qu'il y a quand même des pistes d'action qui existent pour pouvoir réduire ces émissions du scope 3. Après, c'est sûr que les leviers d'action sont moins directs que sur du scope 1 et du scope 2. Mais tout l'enjeu est justement, c'est un petit peu ce que je mettais tout à l'heure, c'est que la plupart des entreprises, le scope 3, ça peut aller jusqu'à, pour certaines, ça va jusqu'à 99% de leurs émissions, mais pour la plupart, hors vraiment gros émetteurs, on est à plus de 60 voire 75% des émissions qui sont du scope 3. Donc ça reste quand même une priorité et de travailler avec du coup tous les acteurs de sa chaîne de valeur. Et ce travail-là va d'autant être facilité justement entre guillemets, en obligeant tout le monde à regarder autre chose que ces émissions directes, puisque forcément, du coup, les ponts vont devoir se faire d'une entreprise à l'autre, d'une organisation à l'autre sur toute la chaîne de valeur, puisque entre guillemets, les personnes qui sont vos fournisseurs, vous êtes leurs clients. Donc, l'un dans l'autre, ça va, la chaîne de valeur des uns et la chaîne de valeur des autres. Et il va falloir avancer de concert pour chercher à réduire ces émissions. Parce que, encore une fois, comme je dis tout à l'heure, si on reste que sur les émissions directes, on n'y arrivera pas. Donc, c'est vraiment réussir à mettre en place des plans d'action qui soient coordonnés finalement à l'échelle de la chaîne de valeur entre fournisseurs, clients, entre chaque maillon de la chaîne de valeur pour réussir à réduire ses émissions. Alors, ça passe par forcément, soit de travailler directement avec ses fournisseurs pour voir, eux, dans quelle mesure ils mettent en place des actions de réduction sur leur site, ou alors, du coup, après, envisager une politique de changement de fournisseurs pour aller vers des fournisseurs qui soient plus vertueux, faire des changements de matières premières quand c'est possible, etc. Donc, c'est sûr que c'est des politiques qui sont des plans d'action qui sont beaucoup plus long terme que on va changer de chaudière et on va passer à une chaufferie biomasse plutôt qu'une chaufferie gaz pour le chauffement de nos locaux. Mais ça va être forcément un passage qui va être obligatoire pour toutes les entreprises, puisque finalement, même en termes d'actions de réduction, une fois qu'on a fait ces actions de réduction sur son scope 1 et 2, on va vite être limité dans on est arrivé sur nos émissions irréductibles.
Donc, Alors, oui, je suis d'accord avec vous là-dessus, hein. Effectivement. Par contre, par exemple, quand on est sur toute la partie service, donc je vois les exemples que vous avez donnés, hein, qui sont plus sur des matières premières, en fait. Quand on est sur des activités plus en termes de services, c'est-à-dire, voilà, moi j'achète des prestations chez mon banquier, chez mon assurance, etc. Là, en fait, il y a des... les entreprises, finalement, sont valorisées avec justement un poids un peu CO2 par K euros finalement achetés. Et là, il n'y a pas tellement moyen pour l'instant, hein. Je pense qu'on va, oui. on va s'en Bah, rapprocher. c'est Mais ça va se développer. Mais c'est vrai ouais, qu'aujourd'hui, c'est vraiment le secteur sur lequel il y a encore le plus de travail finalement à faire. voilà. C'est tout ce qui est fonds d'investissement, banque, les marchés financiers d'une manière générale. Après, il faut savoir que c'est quelque chose sur lesquels ils travaillent de plus en plus et ils se posent des questions justement sur qu'est-ce que ça veut dire, entre guillemets, investir vert ou avoir une démarche de neutralité carbone quand on est un fonds d'investissement ou une banque. Donc, ça commence à évoluer, mais effectivement, c'est encore très difficile aujourd'hui. Ouais. Ce qui fait que du coup, pour une entreprise aujourd'hui qui va acheter du service beaucoup dans son scope 3, les leviers d'action, pour le moment, sont quand même assez restreints, en fait, Oui. en l'état. Donc, OK, c'était pour comprendre. Et juste, pardon, je suis désolée, je reprends juste la parole hyper vite, mais c'est en continuité de ce qui vient d'être dit. Du coup, si je vous suis bien, Fanny, il peut arriver qu'il y ait un double comptage des émissions. Si par exemple, je comptabilise dans mes achats, dans mon scope 3, je prends tous mes achats en compte et mon fournisseur fait la même chose. Ah oui, par définition, les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, il y a des doubles comptes de partout. Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est surtout pas fait pour, entre guillemets, si on additionnait tous les bilans GES de toutes les entreprises à l'échelle de la planète, on aurait des doubles comptes de tous les côtés. Ok, super. D'accord, merci. Ouais. Et peut-être autre question, vous pouvez donner des exemples justement de projets de captation carbone, puits de carbone, qui vous paraissent justement de bonne qualité et qui répondraient au référentiel qui est en train d'essayer d'être mis en place? Juste un exemple pour avoir une idée. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner d'exemples concrets parce que j'avoue que je ne m'occupe pas du tout de cette partie-là. C'est ma collègue qui est vraiment référente sur tout ce qui est projet de compensation. Mais après, vous avez des projets de séquestration qui vont être sur de la gestion améliorée des forêts. Donc, c'est vraiment regarder la gestion de la forêt et s'assurer qu'il y ait le reboisement nécessaire et que la coupe des arbres ne se fasse pas trop tôt et que c'est par rapport aux espèces et aux essences qui sont plantées, etc. Donc, c'est vraiment de la gestion de la forêt qui va permettre de la gestion améliorée. Vous en avez aussi sur tout ce qui est culture et élevage. Donc, pareil, de s'assurer à ce que le labour des terres ne se fasse pas trop tôt, soit en harmonie, entre guillemets, avec le cycle du carbone et la séquestration du coup des carbones qu'on trouve dans le sol. Et après, vous avez aussi des puits technologiques qui peuvent être mis en place. Là-dessus, si ça vous intéresse, il y avait un avis de l'ADEME qui avait été publié, il me semble que c'était l'été dernier ou peut-être un peu plus tôt encore en 2020 sur justement quel était le potentiel de captage technologique du CO2 en France. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi, pour rebondir un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que tout miser sur aussi ces solutions technologiques. Alors, outre le fait que c'est très coûteux aussi à mettre en place et que d'un point de vue économique, aujourd'hui, ça coûte encore très cher, c'est surtout que plus on arrivera à réduire nos émissions, moins ces solutions-là vont être intéressantes, étant donné qu'on est sur du captage de gros émetteurs. Donc, on va dire, on va mettre, entre guillemets, sous cloche une grosse cimenterie. Mais si on arrive à réduire les émissions de ces cimenteries avec des évolutions d'efficacité énergétique, etc., finalement, il y aura de moins en moins d'émissions à capter. Et tout ce qui est technologie comme ça de capture et de stockage du carbone d'un point de vue technologique, j'entends, c'est des choses qui se font sur des émissions de CO2 qui ne sont pas diffuses. Donc, alors que finalement, la plupart de nos émissions sont des émissions diffuses.
Donc, il n'y aura pas d'autre choix que de chercher à les réduire. Mais donc, voilà, vous avez à la fois des projets qui sont plutôt agricoles, enfin agroforesterie, ou alors des projets vraiment technologiques de captage directement, on va dire, branchés sur les usines, hein, si je peux dire ça comme ça. Après, dans les projets de compensation, vous avez aussi directement des projets de réduction d'émissions. Donc, ça va être des projets d'efficacité énergétique, etc., qui sont mis en place souvent dans des pays en voie de développement sur lesquels il n'y a pas forcément un accès directement à l'efficacité énergétique ou alors à des énergies renouvelables. Je veux bien apporter un complément à ce qu'explique Fanny, sur plutôt un retour d'expérience pour le coup très, très concret, parce que ça fait quelques années qu'on travaille qu'on finance des projets de ce type. Et en fait, on a récemment eu pas mal d'échanges, notamment avec des acteurs associatifs, parce qu'on était un peu interpellés par la façon dont, notamment, la labellisation des projets se fait, et d'autant plus à l'échelle internationale, parfois dans des pays très exotiques et très lointains. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, quand on vous propose des projets qui vont contribuer à la captation ou compenser une tonne de CO2, vous pouvez avoir des prix d'acquisition à 10 € la tonne. Sauf que tous les échanges, et j'ai eu 4 ou 5 assos sur le sujet au téléphone pour vraiment cadrer le sujet, me disent en dessous de 70 € la tonne, il y a zéro chance que ces projets soient vraiment pérennes et stables. Parce qu'il peut y avoir plein de maladies, le suivi qui n'est pas assez bon, on fait de la monoculture, donc de toute façon, ça ne ramène aucune biodiversité. Et donc, ça renforce complètement ce que dit Fanny sur le fait que de toute façon, le premier axe, c'est exclusivement la réduction des émissions. C'est le seul paramètre finalement qu'on peut parfaitement maîtriser, en tout cas à notre échelle au niveau des entreprises. Hein. Même quand on est dans le service et que le scope 3 fait beaucoup, on peut faire des choix. Et surtout d'être très vigilant sur la façon dont on s'associe à des structures pour faire des projets qualitatifs, parce que on pourra très bien dire oui, alors on est dans une démarche collective pour tendre vers le net zéro, contribuer à un net zéro global, mais en tant que Bicorp, si nous on n'est pas hyper exigeant sur la qualité des projets qu'on soutient, honnêtement, on va se retrouver noyé au milieu de tout un tas de trucs qui sont difficilement défendables dans le temps, parce que mais vraiment pas du tout qualitatifs. Et franchement, depuis 3 ans, en creusant le sujet, je suis plus que interpellé par la façon dont le marché international de la compensation carbone est structuré. Ça me semble d'une opacité franchement très douteuse. Ouais, moi, je partage, hein. Enfin, honnêtement, et je pense que là-dessus, justement, hein, si au niveau des Bicorp, on est capable de mutualiser un petit peu l'analyse pour bien identifier des projets de captation carbone dont on puisse être serein, par rapport auxquels on puisse être serein, justement, ça serait utile, sûrement, pour nous tous, quand on en sera à l'étape où on est obligé de compenser, quand on a fait tout ce qu'on peut faire avant. Et pour les sociétés de services, effectivement, il y a... voilà, je voyais Octo qui disait que 17%, voilà, nous on est arrivé à 95%. Effectivement, le scope 3, c'est énorme, quoi. Donc, et on a quand même moins de levier dessus. Voilà, donc même si on peut faire des choses. Et donc après, si on doit vraiment contribuer carbone pour essayer quand même d'aller dans le bon sens, effectivement, ce serait horrible de choisir des projets dont on se rend compte de 3 ans après qu'en fait, ils ne tiennent pas la route. Parce que c'est des projets qui doivent tenir la route dans la durée, quoi. Oui, puis en tant que Bicorp, on a une communauté d'entreprises plutôt de petite ou de moyenne taille. Et puis pour ce qui est de Davidson, Véronique, ou même pour Octo ou Nord6, on est des sociétés de services. Donc on est quand même un peu dans le confort sur ces sujets-là. Il faut dire ce qui est. Hein. On n'est pas activité industrielle lourde. Donc profitons-en pour être d'autant plus exigeants, parce qu'on a la chance de pouvoir le faire sans que ce soit tout de suite des montants hallucinants à investir pour contribuer à ça. De toute façon, ça n'aurait pas de sens pour nous de choisir des projets qui ne soient pas qualitatifs là-dessus. Hein. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup à tout le monde pour vos questions. Je voulais rebondir s'il y a encore un petit peu de temps auprès de Fanny sur justement, parce qu'on parlait beaucoup de réduction et sur le fait que ne serait-ce que la réduction, aujourd'hui, elle demande quand même des financements importants quand on parle de décarbonation de l'industrie ou ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de visibilité aussi sur ce que l'ADEME propose dans France Relance, etc. Vous voulez dire en termes d'accompagnement financier? Ouais. Alors, pareil, je ne vais pas avoir le panel de toutes les aides, parce qu'il faut savoir que du coup, dans le cadre de France Relance, il y a eu un sacré paquet d'argent qui a été mis sur la table. Donc, on a mis l'ensemble des aides de l'ADEME. Du coup, vous pouvez les retrouver sur la plateforme Agir pour la transition,
dans la rubrique entreprise, normalement, vous avez accès à vraiment toutes les aides qui sont en cours. Donc, à la fois dans le cadre du plan de relance et puis les aides classiques de l'ADEME, parce que du coup, vous pouvez avoir des aides de l'ADEME à la fois pour de l'investissement, donc vraiment des actions que vous allez mettre en place avec du coup de l'investissement au niveau de l'entreprise, mais il y a aussi des aides pour tout ce qui est études. Et notamment, alors du coup, ça va peut-être pas forcément vous concerner tous, mais il faut savoir qu'il y a un énorme guichet qui est ouvert et avec une durée limitée, puisque c'est vraiment dans le cadre de France Relance. Je suis désolée, est-ce qu'à la limite, on peut couper le micro de la personne qui est au téléphone? Hop, merci. Donc oui, je disais dans le cadre de France Relance, alors c'est que pour les PME par contre, donc du coup ça ne concernera peut-être pas forcément tous les gens autour de la table, mais il y a un énorme guichet qui s'appelle le guichet tremplin qui a été ouvert avec du coup une grosse enveloppe derrière qui a déjà pas mal fondu, mais il ne faut pas hésiter à aller faire des demandes parce que plus il y aura de demandes et plus on pourra retourner vers le ministère pour dire il faut réabonder l'enveloppe. Et donc là, c'est très, très simple. Et notamment, dans ce cadre-là, il y a le bilan GES des PME de moins de 100 salariés qui est financé, enfin, qui a une aide forfaitaire du coup pour accompagner au financement. Et vous avez aussi tout ce qui est acte pas à pas et acte tout court, acte évaluation. Donc, si vous êtes, je ne sais pas si tout le monde connaît, parce que j'en parle comme si tout le monde connaissait, mais donc ACT, c'est le Assessing Low Carbon Transition, donc c'est l'initiative qui a été développée par l'ADEME avec le CDP pour évaluer du coup la compatibilité de sa stratégie bas carbone avec l'accord de Paris. Donc vraiment, ça vous fait une évaluation globale de votre stratégie bas carbone pour savoir, est-ce que les objectifs que vous êtes fixés, est-ce que les actions que vous mettez en place vont vous permettre d'atteindre ces objectifs-là ou s'il faut rectifier le tir. Et le acte pas à pas, lui, entre guillemets, c'est avant de faire du acte pour vous aider à construire du coup votre stratégie bas carbone au sein de votre entreprise. Et donc, du coup, dans le cadre de ce dispositif tremplin, vous avez aussi une aide financière sur ces deux volets-là. Et après, vous avez plein d'aides financières sur des actions vraiment d'investissement au niveau de l'entreprise. Pas hésiter à aller voir, c'est un sacré guichet qui vient d'être ouvert. Et après, voilà, plus généralement, il faut vraiment aller voir sur le site Agir pour la transition pour les entreprises. Et vous aurez toutes les aides de l'ADEME dans ce cadre-là. On pourra aussi vous envoyer les liens à tous les participants, justement, pour aller revoir ces ressources. On va passer à la prochaine partie, mais on aura encore moyen d'échanger entre nous et avec les personnes qui vont témoigner. Donc, je te remercie encore une fois, Fanny, et merci à tout le monde pour avoir participé. Je laisse maintenant la parole à Claire, qui est là. Voilà, donc n'oubliez pas, après les retours d'expérience, on aura un moment d'échange d'activités en groupe. C'est très important pour nous, c'est la partie de co-construction, donc je vous prie de ne pas partir juste après. Mais voilà, je laisse la parole au retour, je pense que ça va être intéressant. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous redire combien de temps on a du coup? Parce que je crois qu'on a un peu de retard. Oui, on a un petit peu de retard. L'idéal serait de rester entre 5-10 minutes chacun. Ça marche. Merci beaucoup. Du coup, Claire Matteau, je suis responsable RSE au sein des laboratoires Expanscience. Donc, les laboratoires Expanscience, c'est une entreprise là, c'est un laboratoire pharmaceutique, une entreprise familiale, donc une ETI de 1000 salariés, une entreprise donc familiale et française qui donc, a plusieurs secteurs d'activité. L'un est l'activité dermocosmétique avec la marque que vous connaissez sans doute qui est Mustela. Le développement et la vente d'actifs cosmétiques et une activité de rhumatologie, donc pour la lutte contre l'arthrose. Je voulais vous décrire un peu parce que c'est toujours les bilans carbone, c'est quand même en lien avec nos activités. Donc effectivement, on a une vente de produits. Sur l'historique de la démarche sur le carbone, au sein d'Expanscience, on a fait notre premier bilan carbone en 2008. On est suivi plusieurs bilans carbone avec le même outil et une refonte en 2015.
et également donc, un nouveau bilan carbone qu'on a réalisé en 2019. À partir de 2008, donc effectivement, on était quand même assez en avance sur le sujet, même si, voilà, je pense que pour ceux qui ont éprouvé cet exercice, il y a eu quand même beaucoup de choses qui évoluent entre les facteurs d'émission, les méthodologies, etc. Mais donc voilà, un premier bilan en 2008, à la suite duquel on avait un objectif de réduction de 20% de nos émissions jusqu'à 2015 qu'on a atteint, et plusieurs actions sur différentes activités au sein de notre entreprise, sur notre flotte automobile qui a évolué en réduisant. On a fait le suivi de nos grains de CO2 par kilomètre parcouru au sein de notre flotte, sur la partie l'évaluation de l'éco-socio-conception au sein de notre offre de produits, qui nous a effectivement permis d'atteindre nos objectifs, l'optimisation de notre transport, effectivement qui a réduit de 20% sur la période considérée, et pas mal d'actions comme ça qui ont développé, et toute la partie donc sourcing qui effectivement traite du scope 3, où effectivement donc parce que nos produits sont issus de matières végétales, on travaillait notamment avec nos fournisseurs pour en améliorer l'impact et tout le process industriel qui allait de pair. On a également on a switché à la suite de notre bilan carbone en 2015 sur de l'énergie renouvelable au sein de notre usine pour l'électricité, ce qui nous a permis de bien réduire nos scopes 1 et 2. Et effectivement, donc en 2019, on a voulu refaire. Alors déjà, on a effectivement signé, pareil que les Bicorp, pour Mustela, l'engagement net zéro à 2030. Et effectivement, du coup, on a refait un bilan carbone, puisque entre-temps, on s'était quand même internationalisé pas mal, et que du coup, il fallait forcément élargir le périmètre pour inclure l'ensemble de notre activité. Et ce qui nous a permis, du coup, en 2020, de définir nos objectifs, donc comme le disait Fanny et même avant Elisabeth, sur nos objectifs alignés avec la science, donc nos objectifs SBT, donc sachant qu'on n'est pas soumis à SBT, mais qu'on les a construits effectivement suivant la méthodologie SBT, donc scope 1, 2 et 3. Et effectivement, par la suite, sur toute la partie stratégie de neutralité, donc on a bien une volonté de contribuer à la neutralité, mais de poursuivre effectivement cet engagement net zéro 2030, et donc c'est-à-dire d'absorber nos émissions des scopes 1 et 2 à 2030, grâce à des projets du coup de séquestration de carbone, et comme on l'a vu auparavant, donc afin de développer les puits de carbone qui sont quand même à développer. En termes de portefeuille de projets, pour nous, c'était important d'avoir un équilibre entre des projets à la fois donc, de séquestration, puisqu'on travaille sur le végétal, donc, ce qui paraît tout à fait normal et ce qui représente quand même une grande partie des projets qu'on soutient et que nous allons soutenir, et des projets aussi de réduction. Cet équilibre-là, qui était important pour nous. Également des projets qui sont en lien avec les valeurs de l'entreprise, à savoir qu'on a une très forte valeur sociale, donc ça a forcément été un des choix importants pour le choix des projets qu'on soutenait. Et également la partie forcément géographique aussi, puisqu'on a une usine qui est au Pérou, et donc effectivement on soutient également des projets au Pérou. On a également des projets qui favorisent, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec l'offsetting et l'insetting. Donc l'insetting, effectivement, ce sera tout ce qui va être compensation sur sa propre chaîne de valeur, et donc qui va permettre de travailler avec nos parties prenantes. Et donc effectivement, sur cette partie-là, on va effectivement travailler avec nos fournisseurs à la fois en France et à l'étranger, puisque on travaillerait avec nos fournisseurs de matières premières sur justement comment on arrive à développer ces puits de carbone, grâce à soit des méthodologies existantes comme on en a peu parlé finalement, mais des labels bas carbone en France, et aussi à l'étranger, voir ce qu'il existe, puisqu'effectivement aujourd'hui les méthodologies sont en cours de développement sur ces parties-là. Mais il y a toujours des principes à vérifier, à savoir l'additionnalité, la mesurabilité, etc.
Donc, tous ces points-là à checker. Et effectivement, pour nous, il y a tout cet enjeu sur la partie donc communication. Où, pour nous, c'est essentiel d'être transparent sur les projets qu'on soutient, la réduction qu'on a obtenue via toutes les actions qui ont été menées. Les résultats, ne serait-ce que les résultats des bilans carbone, et aussi nos résultats sur les actions qui ont été menées en termes de réduction. Et voilà, et même si effectivement, comme on en a parlé aujourd'hui, tout ce qui est émissions évitées, il y a encore des choses à améliorer pour les quantifier notamment. C'est des choses où on se rend compte que c'est en évolution, donc il faut suivre tout ce qui se passe et continuer à être de toute manière le plus transparent possible et d'être aussi pédagogue vis-à-vis de nos consommateurs sur ces sujets, parce que comme on l'a vu, c'est pas un sujet simple. Et voilà, je pense qu'on a aussi un grand challenge forcément de continuer à embarquer les gens en interne, puisque effectivement, quand on regarde les bilans carbone, c'est toujours forcément peut-être centralisé ou avec des contributeurs en interne, etc. Mais voilà, c'est des sujets où on a vraiment envie que le mindset puisse être changé auprès de l'ensemble des collaborateurs et que finalement toutes les décisions puissent passer par ce filtre-là de la réduction carbone. Donc c'est aussi des choses qu'on intègre dans nos sujets de travail pour essayer de continuer, mais à partir du moment où ça a été mené depuis 2008, on arrive à faire les choses, mais pour aller encore plus vite et se fixer des objectifs, on s'est fixé les objectifs et atteindre nos objectifs en lien avec notre alignement sur les Science-Based Targets. Effectivement, on a des objectifs forcément beaucoup plus ambitieux et qui nécessitent une réduction drastique et donc un besoin forcément d'embarquer encore plus nos collaborateurs dans ces démarches-là. Merci beaucoup, Claire. C'est très intéressant et c'est bien d'entendre concrètement qu'est-ce qui se passe un peu en entreprise. On aura moyen ensuite d'échanger sur si on a des questions sur les témoignages. Je vais passer la parole à Sandra, si tu es là, mais je t'ai vu passer. Oui. Alors, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. Bonjour tout le monde, merci pour votre invitation. Donc, moi je suis Sandra Levesma, responsable développement durable chez Nature Découverte. Nature Découverte est une entreprise de distribution spécialisée. On commercialise des produits, exclusivement commercialise des produits, nous ne sommes pas de fabricants. Et nous avons à peu près 90 magasins en France. La majorité de notre activité se place en France. 70% de nos fournisseurs sont localisés en France, mais plus de 70% de nos produits sont fabriqués à l'étranger. Les produits qu'on commercialise sont fabriqués à l'étranger. Et Nature Découverte est une entreprise qui a été créée un peu plus de 30 ans. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le contexte. Une entreprise créée par deux passionnés de nature qui voulaient lier le commerce et l'environnement, un challenge assez compliqué, je pense. À l'époque, c'était des pionnières et je pense qu'aujourd'hui, Nature Découverte garde un peu son ADN de pionnière, mais la preuve en est, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé la réponse de pouvoir allier commerce et environnement. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on a fait en termes de carbone. Nature Découverte a fait son premier bilan carbone scope 1, 2 et 3 en 2008, hors produit. À l'époque, on ne parlait pas vraiment, on lançait à peine les expérimentations autour de l'affichage environnemental, mais la question de produit n'était pas aussi inclus dans la réflexion du bilan carbone. Déjà, faire un bilan carbone scope 3, c'était assez rare. Et en 2016, on a commencé à parler de plus en plus, et ce qu'on a réalisé, c'est que nous avons mis en place un bilan carbone qui est mis à jour tous les trimestres. Et donc, il y a un indicateur qui est suivi au même titre que l'EBITDA ou le chiffre d'affaires de l'entreprise est suivi tous les trimestres. En plus de ça, nous avons mis en place une prime, c'est-à-dire qu'on s'est donné des objectifs annuels. Ce que je vais vous expliquer, c'est que notre démarche a évolué aussi en fonction de notre niveau des connaissances de sujet et des moyens qu'on avait en interne, parce qu'on n'a jamais pu se faire accompagner par des personnes externes, on a toujours internalisé cette compétence. Et donc,
on a décidé de mettre en place un objectif annuel. Il n'y avait pas du tout d'histoire d'objectif à 3-4 ans. Et un tiers de la prime de directeur de l'entreprise, de Codir, qui était impacté par cet objectif des CO2. Notre objectif des CO2 était en relation avec notre chiffre d'affaires et c'était aussi assez rare. Et on s'est rendu compte, on a appris en faisant justement qu'il y a des choses à éviter. Donc, du coup, l'une des premières choses que je pourrais dire de notre expérience, c'est qu'il faut se fixer plutôt des objectifs à long terme avec des caps annuels et avoir une année de référence. Nous, on se fixait des objectifs tous les ans, mais on ne se comparait pas par rapport à une année de référence. Et donc, ce qui a permis, en tout cas, malgré ça, malgré un peu ce côté un peu expérimental de notre façon de faire, ça a aidé les directeurs de l'entreprise à s'impliquer sur le sujet parce qu'il y avait un tiers de la prime qui était impacté. Et donc, du coup, ça a permis justement de générer plus d'échanges sur le sujet du carbone à l'interne. Et ça nous a permis, entre 2016 et 2020, on s'est dit, bon, on va se donner un objectif de stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre. On vise une croissance du chiffre d'affaires de 5%. Tous les ans, on va se dire qu'on veut 5 points d'écart entre la croissance de notre chiffre d'affaires et la décroissance de notre CO2. C'est comme ça qu'on s'est donné à l'objectif. Le résultat c'est que ça a incité les différentes directions à se mobiliser sur la question et ça nous a permis en tout cas beaucoup de travailler sur nos émissions des scopes 1 et 2. Donc aujourd'hui, on est 100% électricité renouvelable, 100% de biogaz qu'on consomme pour les chauffages des entrepôts et 100% de gaz. 100% de chauffage de son entrepôt est issu de biogaz. On a réalisé des travaux de performance énergétique au siège, au magasin et aux entrepôts. On a fait des changements de lampes à LED, basculement de lampes à LED. Donc, toutes ces actions-là nous ont permis de réduire d'à peu près de 26% notre consommation d'électricité entre 2016 et 2020. Et notre impact carbone, grâce aussi au biogaz, a été réduit de à peu près 40% entre 2016 et 2020. Mais vous voyez, c'est toujours sur nos émissions de scope 1 et 2. Et en fait, en 2018, je voyais qu'on arrivait un peu au bout de la réflexion sur le scope 1 et 2. On a toujours calculé les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 hors produit. Et je me suis dit, mais il faut aussi s'attaquer à la question de scope 3 parce que c'est là qu'il y a le plus gros impact. Et je savais qu'il y avait aussi la partie produit. Et si on inclut nos produits, c'est largement 90% jusqu'à 98% de notre impact est dans le produit. Donc, du coup, on a lancé la réflexion et aussi en voyant tout ce qui se passe autour sur les Science-Based Targets, sur les entreprises multinationales qui émettent carbone neutre d'ici 2030, on s'est dit, mais ça veut dire quoi pour une entreprise comme Nature et Découverte? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc, du coup, en 2019, en 2020, on s'est inscrit à l'expérimentation ACT, cofinancée par l'ADEME. Et je trouve que c'est très intéressant pour une entreprise qui démarre sur le sujet. Ça nous a permis de confirmer ce qu'on savait déjà, mais ça nous a donné un peu des arguments pour aller chercher des budgets dès la direction, pouvoir financer des travaux qu'on va lancer actuellement, dont je vais vous en parler. Mais du coup, ACT nous a permis effectivement de confirmer le fait qu'il faut inclure le produit dans la réflexion carbone de l'entreprise, qui est dans le scope 3. Et même si on est purement des distributeurs et même si on ne fabrique pas nos produits, on ne peut pas, en tout cas pour nous, on ne peut pas, et en cohérence avec l'expérimentation ACT, on ne peut pas inclure le produit dans le bilan carbone et la réflexion de la stratégie climat de l'entreprise. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi se fixer des objectifs long terme en cohérence avec les Science-Based Targets. Et du coup, ce qu'on va faire cette année, c'est de lancer un travail dans le cadre de la Net Zero Initiative avec Carbone 4 pour justement fixer des objectifs à 2030 sur les 3 piliers que vous avez vus au début. Parce que pour nous, on ne peut pas se dire faire de la compensation carbone comme on l'entend avec des projets intéressants coûterait à peu près pour Nature et Découverte 2 millions d'euros tous les ans. Donc vous voyez bien que nous, on préfère investir dans l'entreprise pour faire changer son business model et réduire au maximum son empreinte carbone que plutôt investir dans la compensation telle qu'elle est aujourd'hui. Et on a mis en place un budget carbone interne, on a à peu près 150 000 euros par an, qui est basé justement sur ce qu'on devrait, on a donné un prix à la tonne carbone interne et que ce budget-là, on utilise pour pouvoir financer, pour l'instant, on finance des études, donc c'est grâce à cet argent-là qu'on va financer le projet avec Carbone 4,
pour définir une trajectoire carbone à long terme et comment on comptabilise les émissions sur les 3 piliers, donc contribution à la neutralité carbone, émissions évitées, augmentation du carbone. Donc, c'est assez court, mais on va pouvoir répondre à votre question. Vous voyez, c'est un schéma qui s'est construit petit à petit. Le but, c'est vraiment de pouvoir bousculer le business model de l'entreprise et que utiliser le carbone comme un argument avec un référentiel qui est différent. Et du coup, dans notre cas, c'est la net zéro initiative. Merci à tous. Beaucoup, Sandra. La parole à Fabien maintenant. On a encore un petit moment. Il faudra un peu accélérer, malheureusement. Ok. Fabien. Merci. Bonjour. Okay. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, WeNow, on est une start-up qui intervient dans le domaine de la mobilité verte et de la décarbonation au sens large. C'est intéressant de pouvoir partager notre parcours aujourd'hui. Puis, on a une actualité qui est assez sympa puisqu'on a été la première entreprise au monde à être certifiée du label Gold de l'ONU, qui a été un peu évoqué dans un des slides de Fanny tout à l'heure. Donc, je peux expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en tant qu'entreprise, on fait notre bilan carbone scope 1, 2, 3. On le fait certifier par un tiers indépendant dans une logique de transparence. Ça, c'est sur le pilier mesure. Sur le pilier réduction, en fait, on a démontré qu'on était dans une logique de réduction d'au moins 5% par an et qu'on était sur une trajectoire de développement compatible avec une trajectoire de degrés. Donc, c'est ce que vérifie l'ONU. Et on contribue. L'ONU, en fait, historiquement, dans sa démarche Climate Neutral Now, parlait d'offset, mais maintenant a changé de wording également. Donc, tout le monde s'aligne globalement sur la logique de contribution. Et donc, on contribue à hauteur de nos émissions sur des projets soit de plantation d'arbres, soit des projets internationaux. Donc nous, WeNow, juste pour nous situer, donc en fait, notre cœur de mission, c'est vraiment d'accélérer la transition bas carbone et d'accompagner les entreprises et leur chaîne de valeur dans la décarbonation au maximum. On a 4 missions pour nous situer, donc c'est rendre accessible l'information à grande échelle sur le climat et rendre la nécessité d'agir. La deuxième mission, c'est développer des solutions qui permettent d'activer le changement individuel et collectif. La grande conviction qu'on a, c'est que c'est la sobriété qui va être un vrai levier de transformation dans toutes les chaînes de valeur. Et c'est la sobriété contributive qui va aussi permettre d'injecter une partie des économies dans le financement de la transition climatique. Il y a une logique aussi chez nous en termes de mission d'inciter le changement de comportement dans le temps, donc valoriser des mécaniques d'incentive autour de cette transformation-là, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et enfin, on développe des projets de décarbonation labellisés, et notamment via le label bas carbone. Donc par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure, on est amené à développer des projets qu'on fait avec l'Office national des forêts, notamment en France. Ici, c'était peut-être intéressant en tant qu'entreprise. Nous, on a une petite PME de 12 personnes aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'on est créé. C'était peut-être intéressant de partager finalement le chemin qu'on a fait, parce que c'est un vrai chemin. C'est un processus d'amélioration continue, finalement, tout ce qu'on peut dire sous l'angle de la neutralité carbone. Au début, on a fait notre bilan carbone en s'appropriant par nous-mêmes les méthodologies de l'ADEME, en définissant au fur et à mesure ce que pouvait signifier le scope 3 dans notre domaine d'activité. Ça a mûri au fur et à mesure et il y a un parallèle avec ce qui a été partagé précédemment. C'est qu'en 2019, on a étendu et on a élargi au maximum à nos produits la mesure du bilan carbone qu'on pouvait faire. Donc, typiquement, on a une solution connectée qu'on applique sur les flottes de véhicules, qui permet de coacher les conducteurs, qui permet de réduire au maximum et qui permet de contribuer. Donc, il y a un device électronique. Donc, on a intégré ce bilan carbone et il y a aussi toute une partie numérique. Nous, on développe des services numériques. Et donc, de mesurer cette partie-là, ça pousse à la conception, ça nous pousse à éco-concevoir des solutions numériques qui sont efficientes aussi, sur le nombre de mails envoyés, sur le canal SMS, sur le choix de nos serveurs, sur toute une série d'actions en lien avec le Green IT.
En termes de communication de notre bilan carbone, on a aussi franchi un cap puisqu'on a volontairement communiqué notre bilan carbone sur le site de l'ADEME. C'est plutôt une obligation sur une certaine taille d'entreprise. Donc, on s'est poussé à œuvrer de manière la plus transparente possible. Et on a aussi accéléré vis-à-vis, ça a été évoqué à un moment donné, à engager toute l'entreprise, tous les collaborateurs sur, finalement, qui est en lien avec nos missions, sur la connaissance du bilan carbone. Et une conviction qu'on a, c'est que pour s'approprier une problématique qui est finalement assez complexe, passer par le bilan carbone personnel, c'est un levier qui est assez puissant puisque on va rentrer dans le quotidien de la personne et la personne va pouvoir s'approprier ce que ça veut dire, la mesure, sur l'axe transport, sur l'axe résidentiel, sur l'axe alimentation, sur l'axe biens de consommation et infrastructure au sens large dans son propre domaine. Et donc, ça va l'aider à se projeter dans cette problématique au sein de l'entreprise. Donc, en fait, maintenant, de manière systématique, ça fait partie du parcours d'intégration dans notre entreprise. Alors, on peut utiliser la fresque du climat, mais on a aussi une solution, bilan carbone personnel, qui permet en fait de faire un peu l'état des lieux sur une connaissance de ce que ça veut dire le bilan carbone à titre personnel pour pouvoir se projeter dans l'environnement d'entreprise. Donc, voilà un peu le chemin qu'on a fait. Donc, c'est une logique voilà, d'amélioration continue et donc on est dans une phase de croissance, on a une jeune entreprise et donc ce qu'on regarde aussi, c'est l'intensité carbone en fonction de notre croissance. Donc, on est sur une réduction plus accélérée par rapport au chiffre d'affaires de ce qu'on fait en absolu, à plus de 60%. Depuis 2 ans. Donc, dans le partage d'expérience aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'était peut-être aussi de partager sur nous, notre vision de la neutralité carbone et de la notion de contribution. On a vu beaucoup que les fonds qui étaient générés autour de la compensation pouvaient être fragilisés, pouvaient être considérés comme du greenwashing. Nous, on considère que c'est une vraie solution de financement de la transition climatique. Donc, on a cherché à éviter un débat qui soit contre-productif en développant des solutions qui associent toutes les étapes d'une séquence aboutie. Donc, mesure, réduction et compensation, contribution. Par exemple, sur la solution connectée de la mobilité, sur la réduction, on aide les entreprises à réduire en coachant les conducteurs de véhicules thermiques ou électriques, parce qu'il y a une énergie consommée, à le faire de manière la plus efficace. Mais aujourd'hui, on aide aussi les entreprises à identifier les usages qui sont électrifiables. Sur la partie contribution climat, maintenant on intègre des projets label bas carbone. On a un premier projet qui est développé en région Rhône-Alpes qui a permis de planter des parcelles en lutte contre le dépérissement lié aux conditions climatiques. Donc, c'est des projets qui sont ultra transparents, faits avec des acteurs locaux et qui s'engagent dans le temps sur au moins 30 ans. On est aussi en train de développer une plateforme d'engagement par le jeu qui va permettre d'engager toute une chaîne de valeur en partant des individus et en mobilisant à la fois l'entreprise et les territoires. Donc, pour juste compléter un peu le propos sur ce qui a pu être dit jusqu'ici, c'est que par rapport à nous, à notre rôle d'aide à la prise d'action, c'est que sur le segment PME, effectivement, tout ce qui est agir pour la transition et le tremplin pour les entreprises, c'est un dispositif qui permet d'accélérer l'action qu'on peut avoir avec des PME de moins de 100 salariés qui peuvent faire leur bilan carbone à moindre coût. Donc, on a une solution qui a été développée justement pour les aider à faire ça et aussi engager toute la partie prenante comme on l'a fait chez nous pour sensibiliser au maximum tous les collaborateurs et les fournisseurs. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on est en train de concentrer tous les savoir-faire dans l'aspect plateforme engagement par le jeu parce qu'on considère que il manque aujourd'hui une vraie appétence, une vraie positivité sur le changement de comportement. Et la sobriété, c'est un vrai levier ultra puissant pour faire basculer les modèles. Et la notion de gaming, en fait, on est en train de l'intégrer à la fois en le mettant en face de solutions de formation sur le zéro déchet, sur le Green IT, sur le climat au sens large, à côté de procédés de gamification pour inciter les générations qui viennent et les nôtres à modifier les comportements dans le temps. Et ça, on sent que c'est vraiment quelque chose qui va possiblement aider à réaliser
une bascule dans le passage à grande échelle de ce type d'action. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va lancer bientôt. On réfléchit aussi avec Bill Act France à voir comment on peut le faire et le faire connaître auprès du plus grand nombre. Donc vraiment, on est heureux de partager cette expérience et de contribuer au dialogue dans ce workshop. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Dernière intervention, Vincent. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc Vincent Barraud, pour Squeeze ma bonne étoile. J'ai rejoint l'entreprise en tout début d'année, en janvier, au poste de manager innovation et impact. Et donc pour présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Squeeze ma bonne étoile, donc c'est une société qui a été créée en 2014 par Elisabeth et Nicolas Soublet. C'est une des premières, fait partie des premières Bicorp depuis 2015. Et donc on conçoit, on imagine des contenants réutilisables, simples, ludiques, vraiment pour le quotidien, au service du mieux consommer, avec vraiment la volonté de sensibiliser et d'accompagner le plus grand nombre vers un avenir sans déchets. En fait, voilà, c'est vraiment les missions que s'est fixé l'entreprise. Et alors, moi, je vais apporter un petit témoignage un peu différent et du coup complémentaire des deux autres qui étaient très riches, des trois autres, pardon, qui étaient très riches et très inspirants, puisque nous, on est plutôt novices, on va dire, dans cette démarche. C'est notre première démarche de bilan carbone, donc on a appris plein de choses. Notre entreprise, en fait, on conçoit tous nos produits, donc les choix des matières, tout ce qui est fabrication, conditionnement, mais aussi dans la sélection de nos fournisseurs et d'une manière générale des parties prenantes avec lesquelles on travaille, on va toujours placer nos préoccupations environnementales au centre de toutes nos actions, de toutes nos décisions. Et par exemple, on privilégie toujours le local pour la conception et l'assemblage de nos produits. Donc, on essaie vraiment de maîtriser cette empreinte carbone. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est engagé dans le programme Net Zero 2030 avec d'autres Bicorp pour justement définir et mieux comprendre notre empreinte et savoir ce sur quoi on devait agir. Alors, du coup, je voulais faire moi, je suis arrivé en début d'année, donc j'ai pris le projet en cours. Donc, c'était aussi important d'expliquer un peu le contexte dans lequel s'est lancé ce projet. Donc, c'était un contexte pour ma bonne étoile qui était un contexte de développement économique assez important puisqu'on est dans une phase de levée de fonds qui a eu lieu en août de l'année dernière, donc avec une montée en régime assez importante. Et puis, il y a eu la crise du Covid qui est passée par là. Tout ça pour dire que ce programme s'est mis en place dans un moment assez compliqué. Pour nous, c'est notre responsable qualité qui a piloté ce projet en interne avec plusieurs casquettes. Donc, c'était une organisation à mettre en place et dans ce cadre-là, voilà, l'accompagnement qu'on a eu avec Tuvalu et la participation avec les autres Bicorp, ça a été vraiment un plus pour aider, pour partager les questions qu'on se posait, pour nous guider. Et puis, c'était motivant aussi d'être avec d'autres entreprises à la même étape. Et ça a vraiment dynamisé la démarche en interne. C'était vraiment quelque chose d'assez captivant, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé, ce que m'a expliqué Marie qui était sur le projet. Et donc, je suis arrivé plutôt sur la fin, un peu pour le bilan, mais c'était vraiment très intéressant de voir tout le cheminement qui a eu lieu. Et notamment, cet accompagnement pour ma bonne étoile, ça a vraiment été extrêmement important pour comprendre le mécanisme, la démarche, comment intégrer cette démarche dans une entreprise, parce que contrairement aux trois autres témoignages, nous, on est dans le démarrage, donc il fallait voir comment on pouvait intégrer ça dans notre fonctionnement, comprendre aussi les terminologies, les différents noms, les enjeux, essayer bien de tout structurer et de voir après où aller chercher l'information, comment la ranger. Donc pour ça, l'outil qu'on a eu avec Tuvalu, là, c'était plutôt pas mal pour aider vraiment à organiser un peu nos données, parce qu'au départ, on ne savait pas forcément où bien les ranger. Donc ça, c'était vraiment une très bonne approche. Et notamment au niveau du recueil des informations. Alors là, je vous partage les retours que j'avais de Marie qui était à la qualité. C'était vraiment de bien comprendre où aller chercher l'information. Et donc ça, c'est des échanges qu'il y a eu avec notamment Elodie de Tuvalu pour savoir à quel endroit il fallait
récupérer l'information et notamment savoir si l'information qu'on allait aller chercher était significative ou pas. Nous, ce qu'il en est ressorti, c'est que on a beaucoup de charges sur les postes de scope 3 essentiellement. Le scope 1 et 2 sont assez limités. Et du coup, pour évaluer nos émissions, eh bien, il fallait qu'on arrive à bien comprendre ce qui était significatif des parties qui étaient plutôt liées à de l'estimation, qui avaient moins d'importance, donc on estimait avec les ratios financiers. Donc voilà, cet accompagnement a été très, très bon pour nous pour bien comprendre où placer le curseur en fonction de ces deux approches où il fallait vraiment évaluer pour bien comprendre nos émissions et les parties où une simple estimation suffisait, qu'on pourrait affiner dans un deuxième temps. Voilà. Donc, un petit point au niveau de la démarche, enfin de l'opérationnel, si vous voulez. Ça a été un petit peu chargé, mais maintenant que les choses sont établies, on pense et on imagine très bien qu'en la deuxième étape maintenant, ça va être beaucoup plus fluide dans le recueil d'informations. Et puis il faut aussi qu'on structure en interne pour partager ce recueil d'informations. Ça va être assez important pour nous et ça devrait être beaucoup plus fluide. Et d'une manière générale, ce qu'on en retient pour l'entreprise, les bénéfices pour l'entreprise, c'est que ça nous a permis d'avoir vraiment parce qu'on n'a pas fait de découverte par rapport à nos postes d'émission, on savait à peu près où elles étaient situées, mais ça a surtout permis de bien cartographier les scopes, les postes plutôt sur lesquels on était les plus émetteurs. Par exemple, voilà, nous on est en scope 3, hein, à 89%, c'est du scope 3, et on a des parties, tout ce qui est prestations de services, qui sont justement un poste sur lequel on doit travailler, et c'est des questions que nous on va chercher de l'accompagnement dessus notamment, puisqu'on a 63% de du scope 3, ça va être de l'emballage, prestation de services, et avec beaucoup d'estimations financières. Donc, faut qu'on travaille pour affiner et pour transformer ce ratio financier en évaluation propre. Et là, on sait qu'on a eu travail dessus. Également sur le fret, on a 26% sur le fret. Donc, pour ce poste-là, bien de la même manière, il y a eu beaucoup d'estimations et on sait que la prochaine étape, c'est d'affiner, d'aller plus dans le détail et de voir quelles actions on peut mettre en face. Nous, voilà, on est dans notre première étape de bilan carbone qui est extrêmement intéressante pour voir notre scope. Et maintenant, eh bien, on doit affiner, voir où on doit aller. Notamment, il faut aussi qu'on comprenne, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour bien comprendre le lien avec le BA, comment on peut associer notre démarche bilan carbone avec le BA, comment on va la structurer en interne, et puis ce que les autres entreprises ont déjà défini, les objectifs, nous on est en train de l'écrire, et donc on a besoin aussi d'échanger, de partager pour comprendre comment on fixe nos objectifs de réduction, quelles peuvent être nos limites, et voilà, et comment construire notre stratégie. Donc ce rendez-vous est extrêmement intéressant, et je suis ouvert au partage d'expériences ensuite dans ce qui va suivre, parce qu'il y a plein de choses à retenir. Voilà, merci. Merci. Donc, il nous reste un tout petit quart d'heure, là, pour ceux qui peuvent peut-être rester un peu plus après, pour travailler ensemble. Je viens de mettre un lien dans le chat que tout le monde peut ouvrir. C'est vers un set de Google Slides. Ilaria va nous repartir en fait dans des groupes d'à peu près 3 personnes pour pouvoir bien avoir le temps pour tout le monde de participer à l'activité. Et l'essentiel, c'est donc de noter en fait vos noms sur le slide et après de récolter en fait vos différentes réponses aux questions qui s'y trouvent. Vous avez le choix, vous aurez plusieurs questions. Vous pouvez en choisir une. Hein. C'est différentes façons de poser un petit peu la même question. Donc, c'est pour surtout guider la réflexion, mais vous êtes complètement libre de choisir où vous positionnez. Vous allez voir. Voilà. Et donc, on va rester dans ces breakout rooms à peu près 10 minutes pour qu'on ait un tout petit temps aussi en revenant s'il y a des groupes qui aimeraient partager vraiment en live de quoi eux, ils ont discuté et quelles idées ils ont eues. Donc, tout le monde a ouvert les slides partagés. Ça, c'est important. Dans le chat, peut-être vérifiez bien d'avoir ouvert ça. OK, parfait. Ben, c'est parti. Je vous divise.
Rebonjour à tous. On est tous revenus. Ah, ok. On est tous revenus là. Oui, je ne sais pas, j'ai vu l'horaire, je me suis dit que c'était bien de terminer peut-être en commun. Il y a pas mal de monde qui a quitté au moment du split des salles. Et donc, on avait plein d'orphelins. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un a eu des idées particulièrement intéressantes ou quelque chose à partager. Elisabeth, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans ton vie. Pardon, à vos souhaits. Nous, c'était vraiment top. On était avec Thomas et Claire et Fanny de l'ADEME. Et on a bien dit entre nous que la compensation s'assimile maintenant à un abus de langage. Donc, il faut parler plus de contribution. Cela dit, quand on a essayé de trouver donc un slogan commercial très sexy, eh ben c'est dur, hein? C'est compliqué, oui. Oui, Fanny a suggéré de rester avec le mot engagé, puisque c'est quand même, voilà, c'est un petit peu commercial. Donc, engagé pour la neutralité. Mais après, Thomas a très justement dit, il faudrait rajouter planétaire, puisque autrement, pour ceux qui sont déjà en fait partis sur une mauvaise idée, comment est-ce qu'on va les ramener? Donc, est-ce que engagé pour la neutralité planétaire, est-ce que c'est assez sexy? On avait un petit slogan sympa d'une personne de l'équipe, dans notre groupe, qui était, j'arrive plus à voir mes slides. C'est quel slide, Véronique? C'est le groupe 2, on était groupe 2, nous. Ça donne entreprise Bicorp engagée pour un monde décarboné. Décarboné, il y avait la rime. Cool. Dans le groupe 3, pour compléter, il y avait peut-être l'idée d'engager la sobriété contributive, climat à grande échelle, le terme de sobriété reprenant la réduction. Et c'est un vrai changement de modèle de développement. Oui, c'est intéressant. Au-delà des slogans et bon, du discours, mais je pense qu'on s'est tous assez bien alignés là de ce qu'on peut entendre ou voir. Il y a le sujet notamment de l'exemplarité. Et aujourd'hui, je ne sais pas sur les 30 bicorps qui avaient signé le Net Zéro 2030, combien ont le bilan carbone et combien surtout ont pu mettre en perspective ce bilan avec une méthodologie robuste type SBT ou ACT. Et en ce sens, j'ai échangé avec des équipes de l'ADEME il n'y a pas longtemps et bientôt avec Antoine d'Utopie pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourrait se lancer collectivement dans une démarche qui vise à faire en sorte que toutes les bicorps qui se sont engagés sur ce truc-là soient vraiment solides par les méthodes et par les solutions que ça leur offre pour être certaines finalement d'être dans les clous des accords de Paris, par exemple, ou de bien mieux si possible. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'en termes d'exemplarité, on peut mieux faire. Et en tout cas, chez Nord6, c'est le cas. Donc, moi, je serais très partant pour qu'on se monte un collectif et qu'on essaie de mener ensemble un projet sur cette base-là. Oui. Effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut être exemplaire de ce point de vue-là aussi, sur notamment la notion de bilan carbone scope 3. C'est pas toujours simple non plus à faire dans certains cas, donc c'est l'occasion de montrer qu'il y a un vrai effort qui est fait sur cette partie-là. Oui, complètement. Dans notre groupe aussi, on a insisté un peu sur ce côté de communauté. Ce qui distingue une entreprise Bicorp d'une autre entreprise, c'est qu'elle fait partie d'une communauté. Donc, il y a pas mal de leviers de communication ou quand même d'engagement collectif, d'action collective autour de cette dimension qui n'est plus seulement individuelle. Peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit, sur le groupe 5, il y avait l'idée que l'action précédait la communication, en fait. Donc, on communique uniquement sur effectivement ce qui a été fait et sur la preuve. Oui, revenir sur les faits, sur l'action plutôt que... Oui, oui, complètement. On en a parlé aussi dans notre groupe. Donc, c'est peut-être le moment, en fait, de remercier vraiment tout le monde qui est resté jusqu'au bout pour travailler ensemble. C'était vraiment chouette de pouvoir se vivre voix, même si on n'est pas encore ensemble, se parler en petit groupe et partager les ressentis, les idées.
ce que vous avez créé en tant que document commun. C'est super riche. On va le reprendre avec Fanny et Hilaria pour tout remettre en ordre et avant de vous le partager. Et puis voir comment on amène ça vraiment au sommet européen. Vous avez peut-être vu l'info qu'il y a donc un sommet qui va se tenir bientôt sur le net zéro au niveau Europe pour les B Corp. Et donc, c'est vraiment précieux que nous, on puisse apporter ce qu'on vient de concrétiser aujourd'hui, de solidifier. Et c'est énorme. Donc, merci beaucoup à tous de votre participation aujourd'hui. Oui, merci beaucoup à tous et désolé pour le petit retard. Merci beaucoup à tous d'être restés avec nous. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour l'orga. Merci, merci. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup.